de la séance d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à manipuler des classes et des objets. Donc, apprendre à créer des classes avec tous ses membres, donc notamment des attributs aussi bien que des méthodes. Ensuite, apprendre à s'en servir, à se servir de ces classes-là pour créer des objets. Et au passage, nous allons s'arrêter sur la distinction de deux types de méthodes, notamment les méthodes accessibles depuis les objets, qu'on a appelées méthodes d'objets ou bien méthodes d'instance, et les méthodes qui sont plutôt accessibles depuis la classe directement, qu'on a appelées des méthodes d'instance ou bien des services. Voilà. Alors, comme application à ce que nous voulons faire aujourd'hui, donc nous voulons créer des objets géométriques ou des objets pour faire de la géométrie dans le plan. On va se limiter uniquement au plan de D. Et par conséquent, donc, nous voulons définir comme exemple de classe la classe point, la classe segment et la classe cercle. Commençons donc par faire ça. Et vous avez vu que pour créer un programme Java, il va falloir lancer notre invite de commande. Bon, ça c'est notre point de départ parce que c'est à partir de là que je pourrais compiler mes classes et que je pourrais les exécuter et que je pourrais aussi les éditer. Donc si je veux éditer, il suffit juste que je lance Sublime, l'éditeur de texte Sublime. Alors, mais avant, il va falloir que je me positionne en face de mon dossier de travail. Aujourd'hui, donc, je veux faire des classes et des objets. Donc, je pourrais créer un dossier que j'appellerai classe et objet, ou bien classe tout court. Alors, souvenez-vous, on a toujours travaillé sur des dossiers qu'on a appelés TP, TP1, TP2, TP3, etc. Donc, et on les a toujours placés dans la racine du disque dur. Donc, le premier point que je vais faire, je vais agrandir. Le premier point que je vais faire, c'est d'aller vers la racine. Comme ça. Change directory /. C'est pour lui dire, allez, changer de ce dossier-là pour aller vers C. Automatiquement, il est dans C. Et c'est là où je vais créer mon dossier d'aujourd'hui. Bon, c'est notre TP numéro 4, donc je vais mettre make directory TP4. Je viens de créer un dossier qui s'appelle TP4. Je vais rentrer dedans. Je rentre dans ce dossier, change directory TP4. Vous voyez, en fait, c'est comment on les a presque appris. CD / make md nom de dossier, change directory, le nom du dossier. Il faut finir, globalement, il faut finir par être dans le dossier, dans votre dossier de travail. Maintenant que je suis dans mon dossier de travail et que je veux travailler sur de la géométrie, parce que actuellement je veux faire de la géométrie, peut-être si on arrive à le faire en une demi-séance, si vous me suivez parfaitement, on pourrait, dans la deuxième autre séance, on pourrait faire des classes pour la banque. D'accord? Classe compte bancaire, client, opération bancaire, etc. Et ça serait plus de la géométrie, c'est autre chose. Donc c'est la banque. Donc vous voyez que pour chaque type d'application, j'ai besoin de créer un dossier dédié à ça. D'accord? Donc au sein de mon dossier TP4, j'ai besoin de créer un dossier géométrie. Je l'appelle comme ça, Géo, juste pour faire court. Géométrie. D'accord? Plutôt c'est make, attention, make. Je suis en train de créer un dossier, un sous-dossier dans TP4, et je vais rentrer dedans, Géo. D'accord? Je suis au sein du dossier Géo. Alors, maintenant, je peux lancer la création de mes classes. Oui? Essayez de bien rester synchronisé avec moi. C'est-à-dire que j'écris en 30 secondes, vous avez le droit d'écrire en 1 minute, même pas plus. Comment? TP4, c'est un nouveau dossier que j'ai créé sur la racine. Voyez-vous là où je l'ai créé? Dans C. MD, ça veut dire make, créer. Créer un dossier. Make, construire. Construire un nouveau dossier. Je l'ai fait 2 fois pour créer le dossier TP4. Et une fois que je suis dans le dossier TP4, je l'ai refait encore pour créer le sous-dossier géométrie. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention de faire 2 TP pour le TP4. Le premier pour manipuler des objets géométriques, le deuxième pour manipuler des comptes bancaires.
Mais il faut faire un peu vite pour qu'on puisse y arriver. Alors, maintenant, je suis en phase de géométrie. Je vais commencer par créer la classe point. D'accord? La classe point. Donc, je vais mettre Sublime, texte, avec un souligné. Sublime, souligné, texte, point Java. Point Java. Alors, est-ce qu'on est obligé de créer une classe, un fichier par classe? La réponse est non. C'est-à-dire on pourrait regrouper toutes les classes dans le même fichier. D'accord? Au lieu de faire point.java, segment.java, cercle.java, ça me fait 3 fichiers pour chaque classe, ben on pourrait les mettre dans le même fichier. Mais on a déjà dit que si vous voulez les mettre dans le même fichier, la classe qui doit être publique, c'est celle-là qu'il faut, ou dont le nom doit être le nom du fichier. Donc moi, pour ne pas en fait basculer vers la classe ou bien vers le segment ou bien vers le cercle, pour ne pas privilégier l'un des trois, je vais plutôt donner un nom général. Je dirais géométrie. Géométrie.java. C'est dans cette classe-là que je vais définir et le point, et le segment, et le cercle. Voici donc mon fichier. Géométrie.java avec un G majuscule. Je refais. Je vous remets la commande. Sublime, souligné texte, géométrie.java. C'est ça donc le nom de mon fichier. Donc il faut qu'il porte une classe publique qui s'appelle géométrie. D'accord? Il faut qu'il contienne une classe publique. C'est ça ce qu'on a vu toujours. Il faut qu'il y ait une classe publique géométrie. Alors, je vais le lancer. Vous vous rappelez de la syntaxe d'une classe? Pour créer une classe, comment est-ce qu'on fait? Public, classe, le nom, accolade ouvrante, accolade fermante. Donc, c'est ce que je vais faire là. Public, classe, géométrie, accolade ouvrante, accolade fermante. Ça, c'est la syntaxe qui permet de créer la classe géométrie. Pourquoi j'ai appelé cette classe géométrie? Parce que c'est la classe publique et il faut qu'il soit égal, son nom, il faut qu'il soit égal au nom du fichier. Alors, mais est-ce que maintenant, là, est-ce que je peux créer d'autres classes? Oui, sauf, il ne faut pas qu'il soit public. On a le droit d'une seule classe publique par fichier. D'accord? Alors, regardez, je vais mettre classe, point. C'est la même syntaxe, vous voyez? Classe, cercle, classe, segment. Oui. Vous voyez, donc, on est capable de créer autant de classes qu'on souhaite. La syntaxe, elle est exactement la même. Qu'est-ce qui change à chaque fois? Le nom. Et il y a parmi ces classes-là, c'est ça la règle, une qui doit être publique. C'est le nom de celle-là qui doit prendre le nom du fichier. D'accord? Et on a bien respecté le. Vous voyez maintenant la règle, elle est très claire. Dans le même fichier .java, vous avez le droit de définir autant de classes que vous voulez. Bien sûr, pourquoi on a ramassé toutes ces classes dans le même fichier? Parce qu'ils se rapportent au même sujet, c'est de la géométrie. D'accord? Pour faire de la géométrie, j'ai besoin de définir toutes ces classes. هذا هو الفوق ما كاين والو فوق منه يا rien لاحظ مزيان يا aucune ligne avant classe point انا كتبت فوق منها لاحظ مزيان دابا هنا ها هي هو هادشي اللي كتبت الاول وطلعت الفوق وكتبت فوق منه. Alors, les classes qui sont définies au sein du même fichier ne se cachent rien mutuellement.
Ça veut dire cette classe, il observe celle-là. Celle-là, il observe celle-ci, et ainsi de suite. Alors, de quoi est-elle composée la classe point? Des attributs et des méthodes. Des méthodes. Lesquelles? Nous avons dit, vous les voyez toujours ici, X, Y, non. D'accord? Je vais les mettre. X, il est de quel type? Réel. Donc on utilisera float, par exemple. On pourrait même utiliser double, comme ça on est tranquille, parce que si vous utilisez float à un moment donné, pour calculer la distance, vous savez, on a besoin d'utiliser la racine carrée, qui retourne une donnée de type double. Ça ne peut pas coller dans des floats. Donc on aura besoin de faire la conversion. Sinon, on pourrait mettre double d'un seul coup. Alors, c'est pas grave, mettons float, réelle simple précision, X, float, Y. Bien sûr, on pourrait les écrire sur la même ligne. C'est-à-dire, au lieu d'écrire comme ça, on pourrait, comme ça on gagne une ligne, juste mettre une petite virgule et mettre Y. Comme ça. Alors, mais je veux bien que seules les méthodes qui sont à l'intérieur de cette classe accèdent à X et Y. Je ne veux pas que le reste puisse y accéder. Je ne veux pas permettre, parce que les données, c'est ce qui est précieux pour chacun. Par exemple, mes données à moi, je pourrais les montrer, mais je vous interdis de les modifier. Je vous interdis de modifier mon nom. Mais je pourrais vous dire c'est quoi mon nom. C'est clair, donc il est protégé par moi-même. D'accord? Je ne donne pas de méthode qui permet à quelqu'un de l'extérieur de changer mes propres data. Donc c'est ça le mécanisme qu'on a besoin de mettre en place toujours. Alors pour le mettre en place, il suffit juste de déclarer les données privées, private, comme ça. Si vous voulez interdire au monde externe d'accéder à ces données directement, vous n'avez qu'à les déclarer privées, private. D'accord? Donc c'est le contraire de public. Public, vous dites que les données, tout le monde peut les voir et peut y accéder. Par contre, private, non. Seules les méthodes de cette classe peuvent accéder à X et Y. Est-ce que la classe est privé ou juste des attributs? La classe, il est ici, on ne l'appelle pas privé, parce que je n'ai pas mis private class. J'ai le droit de mettre private class. Il a une certaine portée dite package. Ils appartiennent, ou il a une portée dite package, c'est-à-dire toutes les classes du même package observent cette classe. C'est-à-dire la classe cercle, il observe le point. Quand je dis il observe, il n'a pas le droit d'accéder à X, Y, puisque le point, il a décidé que son X et son Y sont privés. D'accord? Il accède qu'est-ce que le point lui montre. D'accord? Donc nous aussi, on est au sein de la classe. L'un voit l'autre. On est en train de se voir mutuellement. Donc tout le monde voit tout le monde. Mais ça, vous ne pouvez pas voir ce que j'ai à l'intérieur. D'accord? Donc, mais par contre, si vous mettez private, dans ce cas-là, les autres classes peuvent ne pas observer cela. Mais même si je mets private ici, dans ce contexte, c'est private pour l'extérieur, mais pas pour les classes qui sont définies dans le même fichier. Toutes les classes qui sont définies dans le même fichier ne se cachent rien, ils s'observent, l'une observe. Alors, juste au niveau du modèle qu'on a fait là, pour dire que mes paramètres sont privés, on met un signe moins. Comme ça. Un signe moins veut dire que nous recommandons aux développeurs de les déclarer privés. Si vous voulez déclarer quelque chose de public, vous mettez un signe plus. Le signe plus veut dire public, le signe moins veut dire privé. Et la règle veut que les données soient toujours privées, les méthodes soient toujours publiques. Donc quand je mets des plus en face des méthodes, je suis en train de dire que ces méthodes sont publiques. Quand je mets un moins en face des attributs, je suis en train de dire qu'ils sont privés. Et c'est ce qu'on fait souvent.
souvent, les attributs, parce qu'ils portent des données, on les cache. Les méthodes, pourquoi on les appelle des méthodes? Parce que je veux permettre à quelqu'un de les utiliser dans le centre public. Alors, je définis aussi le nom. Je le définis comme privé. S'il vous plaît. String nom. Voilà, j'ai défini donc les attributs de la classe point. Je veux définir maintenant les méthodes. Alors la première méthode c'est déplacer. Alors au niveau de notre raisonnement, on n'a pas dit quelles sont la nature de ces méthodes-là. Qu'est-ce qu'ils vont produire comme résultat? Ils ont besoin de quels paramètres? Par exemple ici pour déplacer j'ai mis deux paramètres, delta x et delta y. Mais j'ai rien dit pour la distance. J'ai rien dit ici aussi. Mais là c'est le moment pour le dire. Donc si je veux parler de déplacement, déplacer, c'est déplacer mon point, c'est déplacer le point, ça veut dire c'est changer x et y. Donc j'ai pas besoin de dire quel point, c'est le point courant, d'accord? C'est déplacer le point courant. Par exemple, si j'ai un point P, j'ai déclaré un point P comme ça, et je veux le déplacer, celui-là. J'écris point déplacé. Donc le déplacement, il revient sur P. D'accord? C'est pourquoi je n'ai pas besoin de dire je veux déplacer quel point. C'est le point porteur du message. Ça, c'est un message. Il est porté par P. Donc le déplacement, il revient sur P. Je dois seulement dire de combien dois-je le déplacer. Donc je dois donner le delta X et le delta Y. Je vais dire ici float dx. Je l'appelle comme ça. Float dy. Mais là, ça va obliger, si je fais comme ça, ça va obliger. Regardez comment est-ce qu'on écrit une méthode. C'est une fonction. Une méthode n'est autre qu'une fonction. S'il vous plaît, une méthode, il a un bloc. Il a un nom, il a des paramètres, il a un bloc. Donc c'est une fonction. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'abord, l'enregistrement que je fais, je ne pourrais même pas le poster sur Internet. Parce que si je fais à chaque fois comme ça, YouTube qui dit des règles comme ça. Ils vous disent qu'il ne faut pas faire des bruits qui n'ont pas de sens. Ah, exact. Donc, moi, je suis obligé de vous dire à chaque fois, chaque minute, s'il vous plaît, faites attention. Alors, souvenez-vous en fait, pour définir une fonction, comme ce que vous avez vu en C, il faut lui donner un nom, une liste de paramètres et un bloc. Le bloc, c'est les actions que la fonction va faire. Il faut le mettre entre les accolades. Mais, il ne faut pas oublier de dire c'est quoi son type. Qu'est-ce que la fonction va retourner? S'il va ne retourner rien, il faut mettre alors un void. Dans notre cas, ce qu'on veut obtenir, c'est le déplacement de l'objet. Donc, on n'a pas de résultat quantitatif à récupérer. D'accord? On obtiendrait l'effet sur P, sur l'objet porteur du message. Je dis P, ça peut être Coulomb, ça peut être n'importe quel objet. Tout objet sur lequel on a appliqué déplacer, c'est lui-même qui va se déplacer. D'accord? C'est ça le résultat en quelque sorte. Donc, il faut donc typer cette fonction par void. Vous voyez comment est-ce qu'on décide d'un type? Comment est-ce qu'on détermine le type? Parce que pour faire une fonction, pour réussir à faire une fonction, il faut réussir 4 choses. Il faut réussir à lui donner un nom significatif. On l'a appelé déplacer. Il faut réussir à dire qu'est-ce qu'il doit recevoir? C'est les paramètres. Il faut réussir à dire qu'est-ce qu'il doit retourner? C'est le type. Il faut réussir à fixer son corps, à définir comment il va y arriver. C'est le corps entre les accolades. Donc je rappelle ça. Regardez. Une fonction c'est quoi? C'est un nom significatif. Un nom qui a un sens. Un nom ayant un sens.
هذا le premier. Ensuite, une liste de paramètres. Une liste de paramètres. Mais quand on a une liste de paramètres, là, il peut être vide. La liste vide est aussi une liste. C'est-à-dire qu'on pourrait bien trouver une fonction qui n'a pas de paramètres. Donc il peut avoir 0, 1, 2, 3 paramètres. La nôtre, il a deux paramètres. Un corps, c'est le bloc entre les accolades. D'accord? C'est le comment, c'est ce qui va nous permettre de dire comment la fonction il va faire son travail. Et puis un type de retour. Qu'est-ce qu'il va produire comme résultat? C'est le 4. Alors, une fonction. 4 constituants ou composantes d'une fonction. Alors, si le type est void, on l'appellera une procédure. Mais là, on ne va plus l'appeler ni procédure ni fonction. On l'appellera une méthode. C'est ça le jargon qu'on utilise au niveau de l'orienté objet. Une méthode. Alors, je veux faire la deuxième fonction, s'il vous plaît. La deuxième fonction, c'est ce qu'on a mis dans le point. Get distance. Get, regardez celle-là. Get distance. Alors, donnez la distance. Si vous voulez calculer une distance à un point, implicitement, ça doit être par rapport à l'origine ou bien par rapport à un point qu'il faut expliciter. Donc, si je ne précise pas par rapport à quoi, implicitement, c'est par rapport à l'origine. D'accord? Donc, je pourrais le faire comme ça. Voici son bloc. S'il vous plaît. Alors, donc pas de paramètres, le bloc, le nom, et c'est quoi son type? Qu'est-ce qu'il doit calculer? Sa distance. Donc, il faut qu'il retourne une donnée de type réel. Ça veut dire un float. Aujourd'hui, je veux travailler qu'avec des réels simples précisions. C'est pourquoi j'ai décidé de retourner float. Si on veut travailler avec des réels double précision, vous savez, beaucoup plus précis, on utilisera double. Comment? Pour void, pourquoi? Void pour quelle fonction? Pour get distance? Non. Get me your pen. Get me your pen. Donc je m'attends à ce que vous me donnez quelque chose. Je reçois quelque chose. Vous voyez? Alors, mais si je dis change de place ou change de key, c'est moi qui ai ordonné l'ordre. Change de key. Est-ce que je m'attends à quelque chose que je vais recevoir moi? Non. Là, c'est un travail de type void. D'accord? Alors, get me, donnez-moi la distance. Donc, il faut s'attendre à une donnée réelle. C'est pourquoi on a mis ici float. Alors, regardez, en fait, il y a une notion qu'on appelle la surcharge. La surcharge. La surcharge. Over, in English, qui peut donc traduire over, surcharge, overload. Overload, overloading. La surcharge, overloading. La surcharge, c'est le fait, et ça on l'a pas en C, c'est le fait de définir deux fonctions quand ils ont la même sémantique en leur donnant le même nom. Je veux calculer la distance, mais à un point, à un autre point. Donc, je vais l'appeler get distance, mais cette fois-ci, je donne un point X. Alors, quelle est la différence? Bien sûr, c'est une fonction qui doit retourner aussi un float. Et qui a aussi un corps. Quelle est la différence entre la première et la seconde? Regardez qu'ils partagent le même nom. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même sémantique, le même sens. Toutes les deux, ils vont calculer une distance. Sauf que la première, implicitement par rapport à l'origine, celle-là par rapport à ce point-là. C'est clair? Et ça, c'est ce qu'on appelle la surcharge.
D'ailleurs, nous, on utilise la surcharge. Quand je veux demander à quelqu'un de déplacer quelque chose, je ne vais pas lui dire déplacer l'objet. Ça peut être une table, ça peut être une chaise, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est toujours, je nomme l'ordre par déplacer. D'accord? En C, on ne pourrait pas faire ça en C. En C, on devrait mettre, calculer la distance à l'origine. On doit distinguer au niveau des noms. À l'origine, non, à autre point. C'est un peu ça ce que doivent nommer les programmeurs C. Il faut qu'ils mettent une distinction dans les noms. Get distance à l'origine, calcule la distance jusqu'à l'origine, calcule la distance jusqu'à un autre point. Or, en réalité, c'est la même sémantique. Donc, c'est pas bien de changer les noms, parce que c'est la même sémantique. Donc, il faut que je permette le même nom. Ceci est bien possible dans l'orienté objet. Et ce mécanisme qui permet cela, on l'appelle la surcharge. La surcharge. Ça marche? Alors, est-ce qu'on est capable, par exemple, de calculer la distance ici? Si je vous demande comment est-ce qu'on va y arriver, calculer la distance à l'origine. On va faire la différence. Sachant que je connais le x et le y pour mon point. X, y. La distance, c'est racine carrée, x carré plus y au carré. D'accord? C'est ça la distance. X carré plus y au carré. Alors, mais d'où vient le x et le y ici? Est-ce que là on a un x et un y? Est-ce qu'on a reçu un x et un y? On les a pas reçus. Mais regardez en fait, toutes les méthodes qui sont à l'intérieur de la classe, ils ont le droit d'utiliser ces données-là. Ils sont des données appartenant ou caractérisant l'objet. Et ces méthodes-là, ce sont des méthodes sur l'objet. Parce que je ne pourrais les appeler qu'en écrivant p.getDistance. P.getDistance. Donc P, il a donné son x et son y à la méthode getDistance. Alors, toutes les méthodes d'objet reçoivent implicitement la référence de l'objet, il la nomme 10. Regardez, toutes les méthodes reçoivent un paramètre explicite qui s'appelle 10. 10, in English, ça veut dire 10, this one. D'accord? Celui-là. D'accord? Donc, ça revient sur l'objet porteur du message. Ça veut dire, si le message s'appelle déplacer, et j'ai deux objets, un objet P et un objet Q. Quand vous mettez P.déplacer, il a reçu l'adresse de cet objet. Il le nomme par 10. Culant, quand j'appelle déplacer sur culant, dans ce cas-là, 10, c'est une référence de culant. D'accord? Donc, tout objet, toute méthode d'objet reçoit implicitement un paramètre, on n'a pas besoin de déclarer, qui s'appelle 10. Et ce 10-là, on pourrait l'écrire comme ça. 10.x. Donnez-moi le x de l'objet courant. Donnez-moi le x de l'objet porteur du message. C'est clair? Alors, s'il n'y a pas d'ambiguïté, on pourrait l'écrire comme ça, x tout court. C'est-à-dire, quand on veut accéder à un attribut de l'objet porteur du message, on y accède par 10 points le nom de l'objet, ou bien par x tout court, s'il n'y a pas d'ambiguïté. Quand est-ce qu'il y aurait un risque d'ambiguïté? Ici, par exemple. Là. Remarquez bien. Ici, on a un paramètre qui s'appelle, par malchance, qui s'appelle comme le nom d'un attribut. Il s'appelle x. Et dans ce cas-là, si j'écris x, comme ça, est-ce que ça serait ce x ou bien celui-là? Ben dans ce cas-là, ça serait celui-ci. D'accord? C'est pourquoi, donc, pour accéder à l'autre, il faut que j'y accède en écrivant 10.x. 10.x, dans ce contexte, c'est le x qu'on a là, c'est un float. X tout court, c'est un point. Vous avez compris un peu l'idée? Donc, je répète, regarde dans cette méthode-là. Dans cette méthode, il y a un paramètre qui s'appelle x. Et c'est une méthode, en fait, que je vais trouver dans tous les objets, ou chez tous les objets. Donc, si je crée un objet de type 1 point, comme l'objet P, que j'ai déclaré de type point, c'est-à-dire j'ai écrit quelque chose comme ça.
point P. Donc j'ai un point P. Et je veux donc calculer sa distance. Je vais écrire P.get distance. Comme ça. C'est ça ce qui me fait comprendre que je veux calculer la distance pour le point P. Mais regardez, ici on a un paramètre. C'est la distance à quel autre point? Et bien si j'ai un point Coulomb, et je veux calculer la distance de P à Coulomb, je vais mettre ici Coulomb. Je suis en train de calculer la distance entre P et Coulomb. À l'intérieur maintenant, comment je vais le calculer? Comment est-ce que je vais calculer cette distance? Si j'ai ici XY, je vais dire en maths, on dit XP, YP. Et là, on va dire X Coulomb, Y Coulomb. Si vous voulez calculer la distance, comment est-ce que vous le faites? La racine carrée de la différence au carré. C'est la racine carrée de XP moins X Coulomb au carré plus YP moins Y Coulomb au carré. D'accord? Mais attention, là, on n'a pas XP YP, on a XY. Tout point, son abscisse, il va se nommer X, et son ordonnée, il va se nommer Y. C'est pas comme en maths, on a la possibilité de mettre une petite mention là pour nous faire la distinction entre là et là. D'accord? Donc, j'ai un X, un point X, et j'ai un abscisse X. Comment est-ce que je distingue entre les deux? Si vous voulez continuer à parler, je ne vais pas vous noter l'absence, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez sortir tranquillement, aller prendre un... Là, ok, vous parlez sans cesse. Vous pouvez parler doucement, d'accord, si vous êtes en train de raisonner sur quelque chose, ou bien, si vous avez une question, vous pouvez nous la soumettre. D'accord? Donc, comme ça, on pourrait continuer tranquillement. Constatez bien ici, en fait, moi je ne vous conseille pas de nommer comme ça. On pourrait nommer par autre chose. Mais si jamais on nomme de cette manière, comment est-ce qu'on va faire la distinction? Ben, on fera la distinction par 10. 10.x, c'est pour désigner l'abscisse x du point. Quel point? Le point porteur du message. Dans ce contexte, c'est P. C'est le x de P. Et puis x, c'est l'argument. C'est ce qu'on a choisi d'appeler argument. Donc, si je veux son x à lui, je dois écrire x.x. Si je veux son y, j'écrirai x.y, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un point. D'accord? Alors, mais ici, par exemple, là, cette notation et celle-là désignent la même chose. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas d'argument qui s'appelle x. Donc, ce n'est pas la peine de faire l'écriture 10 points. Parce que si vous mettez juste x, ça marche. Sauf s'il y a un argument qui a déjà pris ce nom. Dans ce cas-là, il faut aller désigner l'attribut par 10 points. Alors, je calcule la distance. Qui peut me dire comment est-ce qu'on va le faire? Donc, on a dit x multiplié par x, d'accord, plus y multiplié par y. Sur le tout, je dois appliquer la racine carrée. La racine carrée, qui nous offre cette méthode? La classe maths. Math.sqrt. Pardon? Oui. Comment? La maths, on n'a pas besoin de l'importer. Parce qu'il est dans le package qui s'importe implicitement. C'est le package lang. Le package lang, c'est ce qui nous donne droit d'utiliser string, par exemple. La classe string, on ne l'a pas importée. La classe système, on ne l'a pas importée non plus. La classe math aussi. Ils sont dans lang. Oui, pardon. On peut faire x, 3x plus y avec la puissance 1,2. Là, avec la puissance, c'est aussi une fonction pour calculer la puissance. Remarque, si tu proposes comme ça, tu dois écrire x multiplié par x plus y multiplié par y, le tout à la puissance. Et la puissance, nous, on l'écrit comme ça. Power. Yeah. Power. Mais power, elle aussi, il est fourni par la classe math. Donc, vous avez à écrire comme ça.
math.puissance, avec au niveau de le premier, c'est la base. Ce que vous mettez ici, c'est la base. Ce que vous mettez en deuxième paramètre, c'est l'exposant. D'accord? Et ça revient à appeler aussi la racine carrée. Quand vous élevez à la puissance n,5, ça revient aussi à calculer la racine carrée. Donc, le mieux serait d'utiliser la racine carrée avec un seul paramètre. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ce résultat? Ce résultat que je viens de calculer. Il faut quoi? Il faut que la fonction, qu'est-ce qu'il doit en faire? Il faut qu'il le retourne. Pourquoi? Parce que la fonction, on a décidé qu'il doit retourner un float. Donc, c'est ça le float que la fonction doit retourner. Comment est-ce qu'on le formule alors? Return le résultat. Donc, on écrit, c'est ça la phrase finale, return résultat. Retourner le résultat de l'expression. Mais, un petit problème. Est-ce que ce résultat est de type float? Il faut quand même s'assurer. Parce que vous ne pouvez retourner qu'une donnée du même type que ce que la fonction doit retourner. Alors, on a déjà vu que les fonctions mathématiques, ils sont programmées en double précision. Pas en simple, c'est double. Or, moi, je veux retourner une donnée float. Si je le laisse comme ça, on a déjà dit qu'un double ne peut pas tenir sur un float. D'accord? Parce que le double est plus lourd que le float. D'accord? Donc, il va falloir faire un cast explicite. Comment est-ce qu'on fait le cast? Comme ça. Il faut juste précéder l'expression par float entre parenthèses. Là, je dis à Java, c'est moi qui prends les charges, c'est moi qui prends les responsabilités. Je veux bien convertir cette donnée qui est plus précise en une donnée moins précise. Ça va occasionner des pertes, mais puisque c'est moi qui l'exige, Java il va le tolérer. Si vous ne l'exigez pas, Java il ne tolère pas qu'il y ait une perte. De passer de quelque chose de plus précis à quelque chose de moins précis. Voilà. Donc nous avons calculé la distance. Alors, qui peut me dire comment est-ce qu'on pourrait calculer la distance ici? Là, qui peut me dire comment est-ce qu'on pourrait le calculer en mettant return quoi? C'est toujours float, d'accord? C'est toujours float, c'est toujours une racine carrée, donc math.sqrt de quoi? Dites-moi ici le quoi? Là, de quoi? Allez-y. Oui, x. X, c'est quoi x? C'est un point. Donc je ne peux pas dire x moins un réel. D'accord? Parce que x est un point. Donc il faut mettre x moins x.x. Parce que x, puisque c'est un point. Donc il a des attributs. Lesquels? X et y. Il a aussi un nom. D'accord? Donc, je pourrais bien accéder à l'attribut x en mettant x.x. Ça marche? Si je l'appelle m, parce que peut-être ce qui vous dérange, c'est le fait de le nommer par x. Mais si je l'avais nommé par m, donc m c'est quoi? M est un point. C'est comme l'extract en C. C'est un point, il est composé de deux attributs, voire même de trois. X, Y et le nom. Pour accéder à un attribut, on écrit le nom de l'objet, point, le nom de l'attribut. C'est clair? Donc je dois écrire pour aller vers X, m.x. Pour aller vers Y, m.y. Pour aller vers le nom, m.le nom. C'est clair? Alors, non. Ah, oui. Quelle heure est-il? D'accord, on prendra une pause et puis on revient. J'ai besoin juste de noter l'absence. Les absences. Vous pouvez m'aider à le faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est 14 sur 20, sur 21. Ça veut dire qu'il y a 7 absents. Alors, base, alors, Elena?
Alors, absent. Dembélé, présent. L'Awad, présent. Choukri, pardon. El Khoshi, Monastir, présent. Rifaï, Gerbouz, Ismaili, Jakani, alors Khadiri, Zihlo, présent. Moussamaki, présent. Rifouh, présent. Smrani, absent. Et puis Souradi, absent. Tabé, présent. Choua Mperon, présent. Tingo, Raouri, présent. Et puis Zakari. Très bien. Donc, vous pouvez prendre la route. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent après la pause, je ne l'ai pas enregistré, mais c'est pas grave. Donc je pourrais rapidement commenter parce que ce qu'on a fait, on a calculé, on a ajouté les constructeurs, on a ajouté 2 constructeurs. Constructeur par défaut, c'est celui-là. C'est quoi donc un constructeur par défaut? C'est celui qui n'a pas de paramètres. On l'appelle justement constructeur par défaut. Et on a construit avec un constructeur qui a 3 paramètres. Juste après, donc, j'ai profité de ça pour écrire ceci, pour dire qu'on pourrait aussi, pour définir getDistance, faire appel à getDistance avec un point. Mais il me faut alors créer un point ici. On l'a créé par new point, en passant par le constructeur par défaut, ce qui va donner alors le point à l'origine. Et puis on a commencé à tester notre classe. On a testé en créant 2 points, et j'ai attiré votre attention que quand vous faites cela, vous ne créez pas de points, vous créez juste des références pour ces points-là. Pour créer les points, il faut passer par new point, en faisant appel au bon constructeur, en fonction de votre but. Et puis, on a commencé à faire appel aux différentes méthodes. Vous savez, en fait, la notion de perte. Vous la connaissez, la notion de perte. Quand vous faites de l'électricité, vous savez c'est quoi une perte? Quelle est la perte d'une résistance? La perte, c'est la puissance de la résistance. C'est R I au carré. Bien. Il est proportionnel à la vitesse du courant. Il est fortement proportionnel à la vitesse du courant. Il est proportionnel à la résistance. Et en fait, moi, j'ai toujours vu des étudiants qui opposent une résistance au cours. C'est quand l'étudiant, il ne suit pas. Ou bien il a des puits. On pourrait appeler ça des puits. Un puits de mémoire. Laquelle a puits de puissance. Puis de puissance, puis de mémoire, puis de présence, puis de concentration. Le puits, ça s'écrit comme ça, un puits. Un puits de puissance, un puits de présence. C'est quand l'étudiant, momentanément, il n'est pas présent. Il est présent pour 30 secondes, il est absent pour 1 minute. Dans la même séance. Eh bien, il va bien capturer. Je vous le garantis. Il y a aussi la force donnée par le prof. Je suis sûr que j'ai donné la force plus que la moyenne que ce que pourra donner un prof. Dans le cours que je suis en train de faire, je suis au-dessus de la moyenne. Si je me permets de s'auto-mesurer ou bien de s'auto-juger. Je ne pourrais pas expliquer plus. J'ai fait l'explication la plus grande. Mais ce qui nous entrave aussi, c'est que il y a des étudiants qui viennent avec un C nul, avec une capacité en C qui est égale à 0. Et notre programme, il s'appelle la programmation avancée. Où est-ce qu'elle est la programmation basique?
eh ben, il ne vient pas avec vous. J'incule pas le prof. Je n'incule pas le prof. J'incule l'étudiant toujours. Parce que c'est l'étudiant qui propose une résistance à l'apprentissage. Ce n'est pas le prof. Le prof le plus médiocre, quand il a des étudiants qui n'opposent pas de résistance, il donnera plus que la moyenne. Le prof le plus médiocre. Donc j'avoue qu'il y a des profs médiocres et il y a des profs qui ne sont pas médiocres. Moi, je pourrais être parmi les médiocres des fois. Walakin, quand l'étudiant n'a pas de résistance, le prof il atteint quand même le minimum requis. Quand même, alors, il ne faut pas jouer juste le spectateur et celui qui fait le divertissement. Il vient pour assister pendant 1 minute quand ça lui plaît et pour s'absenter 10 minutes quand ça ne lui plaît pas. On est autour de 3 ou 4 syntaxes dans tout ce qu'on vient de voir. Là, je viens de vous apprendre 3 phrases aujourd'hui. 3 phrases. Tout ce que j'ai fait, c'est autour de 3 phrases. Comment vous créez une classe, comment vous construisez un objet, comment vous le créez. Regardez, je vais les factoriser ici. Alors, pour créer une classe, vous écrivez comme ça. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Raisonnez globalement. Parce que pour comprendre aussi, il faut savoir faire de l'abstraction. L'étudiant doit être capable de faire de l'abstraction. Ça veut dire qu'il sait que quand le prof il explique des détails, il pourrait ne pas suivre. Mais quand il explique un concept, non, il faut suivre. Il ne faut pas s'absenter pendant le bon moment et revenir pendant le mauvais. Ça, c'est la première syntaxe. Deuxième syntaxe. Comment on crée un point? Comme ça. Ça crée un objet point. Ça crée une référence point. Comment maintenant créer l'objet? Comment le construisez? P égale new point. Tout à l'heure, votre camarade il m'a dit, il y a beaucoup de façons de créer. Il y a beaucoup de manières de dessiner un cercle. Ben, il y a beaucoup de constructions du point. Donc vous pouvez construire comme ça, c'est le constructeur par défaut. Vous pouvez construire comme ça, en disant c'est quoi le x, c'est quoi le y et c'est quoi le nom. Donc je veux construire un point qui se trouve à 50, 50 et qui s'appelle A, je vais écrire comme ça. Et si je ne lui ai pas donné de coordonnées, je ne lui ai pas donné de nom, donc il se trouvera à l'origine. Qui a décidé de cela? Le constructeur de la classe, le concepteur de la classe. Donc forcément, si je veux permettre cette écriture, celle-là, il faut absolument que je dispose d'une méthode ici, qui doit être publique, qui doit s'appeler point, qui n'a pas de paramètres et qui a un certain nombre d'actions. Absolument, il faut disposer de ça. Si vous voulez faire ceci, vous devez avoir cette méthode à l'intérieur. Si vous voulez faire cela, vous devez aussi avoir une autre méthode publique, point, avec 3 paramètres. Avec un float x, un float y et un string nom. Le nom. Voilà, j'ai un peu bouclé tout ce que vous devez savoir. Troisième syntaxe qu'il faut savoir, c'est celle qui vous permet de faire appel à une méthode. Parce que pourquoi on fait des méthodes? On fait des méthodes pour les appeler. Alors, voici donc le deuxième point. Troisième point. Premier point. Quatrième point. Dernier. Comment faire appel à une méthode? Une fois que vous avez un objet construit. Pour faire appel à getDistance, vous écrivez comme ça. Mais quand vous dites getDistance de point de vue géométrique, vous comprenez qu'est-ce que ça signifie? Je ne peux pas calculer une distance que si j'ai 2 points. Ici, j'ai montré 1. Où est-ce qu'il est l'autre? Si vous ne mettez pas de paramètres, c'est la distance à l'origine. Si vous voulez calculer la distance à un point différent d'origine, vous devez dire lequel. Il faut alors disposer d'un point autre. Bien sûr, ce point-là, ce qu'on a dit sur P, il faut le dire sur Coulomb. Ça veut dire qu'il faut le déclarer, il faut le construire. Ça veut dire mettre soit Coulomb égale new point, dans ce cas-là, le Coulomb il est sur l'origine, soit mettre Coulomb égale new point et vous lui donnez ses coordonnées.
De cette manière. Combien on a de phrases ici à retenir? 1, 2, 3, 4 phrases. Tout le cours, il est baptisé sur ces 4 phrases. Alors, est-ce que vous pouvez par exemple me donner sur l'exemple, sur cet exemple-là, est-ce que vous pouvez me donner les appels aux fonctions? Quand est-ce qu'on a appelé les méthodes? Regardez, partout. Ici, on a appelé getDistance. Ici, on a appelé déplacer. C'est la même syntaxe. Ici, on a appelé getDistance 4 fois. Alors, quand est-ce qu'on a utilisé les constructions? Ici, à ce niveau-là. New point, new point. Mais regardez que j'ai le droit de construire de 2 façons différentes. Je pourrais ajouter une 3e façon. Tout à l'heure, je vais vous la montrer. Alors, premier point, ou plutôt 2e point, pour la déclaration des références, c'est ici. Alors, le dernier point, c'est la déclaration de la classe entière. C'est ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là. Mais surtout, le point le plus important, c'est ces constructeurs. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur les constructeurs? Leur nom, c'est égal au nom de la classe. Leur type, c'est rien, même pas le void. Et vous pouvez mettre autant de paramètres que vous voulez. Si vous ne mettez pas de paramètres, vous êtes en train de faire le constructeur par défaut. Et puis, il faut pour chaque constructeur mettre un bloc qui explique comment vous allez valoriser les attributs. Parce que construire un objet, c'est définir ses valeurs. C'est ça donc construire un objet. C'est définir ses valeurs. Est-ce qu'on pourrait aller tester ce qu'on vient de faire? Voilà, regardez, je vais sauvegarder parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore sauvegardé. Pardon? Oui? On le laisse constructeur ou répétez s'il vous plaît. Constructeur. Oui. On le laisse en haut. Oui. C'est pourquoi vous avez fait un constructeur par défaut et en haut vous avez laissé constructeur. Là, on a le droit de faire plusieurs. Parce que, regardez, pour construire votre objet, pour construire un objet, on pourrait disposer de plusieurs façons de le faire, d'y arriver. Il n'y a pas donc une seule manière de faire. Par exemple, est-ce qu'il y a une seule façon de tracer à une droite? Non. Il y a beaucoup de façons. Je pourrais donc, en maths, on a déjà vu que pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points. Et je pourrais donc tracer la droite. Et je pourrais peut-être tracer une droite perpendiculaire à une autre. C'est une autre méthode. Donc, on pourrait, pour construire une droite, disposer de 2, 3, 4 façons différentes. La même chose pour le point. Parce que ce qui importe pour construire un point, ce qui m'importe pour nous, c'est de valoriser ses attributs. À savoir ses coordonnées, ses Y et son nom. Et si on a une première méthode qui reçoit ces données-là en paramètres, et qui les verse successivement, il les verse et les place dans X, dans Y, dans le nom. D'accord? On a une autre qui n'a rien reçu. Quand on ne reçoit rien, on est en manque de données. On est dans une situation où il y a des données manquantes. On ne doit que les valoriser par des valeurs les plus probables. Les valeurs par défaut. Ils sont dites par défaut. C'est le 0,0 et c'est l'origine. Donc l'origine, souvent, on l'appelle par O. D'accord? C'est pourquoi on a fait ces choix. Et justement, puisqu'on a valorisé par des valeurs par défaut, le constructeur aussi s'appelle constructeur par défaut. Et donc, à partir de là, on définit c'est quoi un constructeur par défaut. Un constructeur par défaut, c'est ce constructeur qui n'a pas de paramètres. C'est clair? Qui est en manque de données. Ben, gauche les informations. C'est tout. Vous voyez? Donc, c'est très, très simple. Alors, maintenant qu'on a écrit, par exemple, je vous donne un autre exemple. Je veux faire un troisième constructeur que j'appellerai constructeur de copie. Le clonage. Vous savez ce que veut dire le clonage? Cloner. Faire un clone. Le stinsar. Cloner un objet. Donc, je peux construire un objet comme une copie d'un autre. C'est pourquoi ce constructeur-là, il s'appelle constructeur de copie. C'est quoi le constructeur de copie? C'est celui qui se définit comme ça. Donc, il a bien reçu le nom de la classe.
Il y a la première règle. Il faut que son nom soit égal au nom de la classe. S'il n'a pas de paramètre, c'est plus le constructeur par défaut de copie, c'est plutôt le constructeur par défaut. Il faut alors qu'il ait au moins un paramètre. Et bien celui-là, il va recevoir un point. Un point que j'appellerai, par exemple, n'importe quel point. C'est ça ce qu'on appelle un constructeur par copie. Donc il va faire quoi? Il va copier H dans l'objet courant, l'objet qu'on est en train de construire. D'accord? Parce qu'un constructeur, c'est quoi son but? C'est de construire un nouveau être, un nouveau objet. On veut le construire conformément à ce H. Donc, je vais pouvoir écrire comme ça. X reçoit H.X. Ou bien 10.X reçoit H.X. Alors, Y égale H.Y. Et puis enfin, le nom, oui. Ça va, tu peux y aller. Quelle heure est-il d'abord? غنقيد لك بان خرجتي 30 minutes avant. كوم علاش كتكونوا هكذا؟ لانه ما كتعرفوش تجنوا لي فور ديالكم. لي ستوديون لا ça se voit لان في fatigué. ولكن انا نقول لكم واحد القضيه خصكم تعرفوا il faut savoir comment gérer. لان un bon étudiant c'est celui qui est bien organisé. Mais qui fait beaucoup d'efforts en termes de temps. C'est la quantité qui importe. C'est la qualité du travail. Je pourrais vous dire une chose. Il se fatigue plus que celui qui garde mal. Qu'est-ce qui dissipe la fatigue? Ou la satisfaction? Ou quand la récompense, de la fatigue, la récompense, elle est plutôt mentale que physique. ودابا راه يمكن تقول هذا الاستاذ اش كيخرب حيت بالنسبه للانسان اللي يكون عنده واحد دوتو ساتيسفاكسيون راه كيمشي كيحس بديك الانرجي كتحيد داك ليفي دو لا فاتيغ كيتحيد. الا ما كانش لا ساتيسفاكسيون كتولي هذيك 3 زور اللي جلستي فيها بحال جات لك خطيه. بالتالي ديك لا فاتيغ se dissipe pas et ça se cumule. Donc نتوما خصكم تعرفوا comment travailler. Donc, vaut mieux que vous soyez le plus concentré avec le prof. Mais si vous concentré, ça veut dire braquer la vision sur le prof, rien ne passe. Non. ولكن كنعرفوا الانسان نحداو مع الاستاذ وانت ما نحداوش معاه. انا قلت لكم ملي يكون الاستاذ كيشرح ان ديتاي راه نقدر كاع نسد ودني. الا انا فهمت بان راه كيشرح واحد لو ديتاي. مي ملي واحد الوقيته il est en train d'expliquer un concept, une notion qui est importante, là c'est un peu ça. Alors c'est ce qui fait la différence entre un étudiant et un autre. De toute façon, j'ai rien à vous apprendre. Maintenant, vous êtes suffisamment mature. De toute façon, là, je fais le maximum de ce que je peux. Ça, moi, donc là, je suis en train de faire le max. يعني كنخدم لهم اذا كانوا 4 موتور راه كلهم خدامين. Implicitement, tu as eu la réponse. Il ne reste pas trop longtemps. Il reste combien il nous reste? 20 minutes. Ça passe comme un. C'est bien معناها بعدا ما نشوفوا الريزولتا ديال هادشي و ça peut passer. Ramazan, on n'a pas encore finalisé. بحال عاودت لكم واحد l'histoire وباقي ما عرفناش voilà. Alors, vous voyez en fait là, on a fait un point et plutôt on a fait un constructeur dont le paramètre est un autre point. C'est un point que nous voulons copier ou l'utiliser comme une copie conforme pour construire le nouveau point. D'accord? Donc, par rapport aux données, on a pris toutes ces données, tous ces attributs, on les a copiés dans les attributs respectifs de l'autre point. Le point qu'on est en train de construire. Alors, maintenant, il va falloir que je l'essaye. Par exemple, imaginons, je vais l'essayer à la fin ici.
Je vais essayer le constructeur de copie, s'il vous plaît. Donc, je dois créer un point. Je l'appellerai P3. Alors, P3, je veux qu'il soit une copie. Vous voyez en fait ce qui vous est arrivé, s'il vous plaît. Le problème qui vous est arrivé, c'est ça. Oui. Alors, c'est que vous avez ouvert une chaîne et vous ne l'avez pas fermée. Vous avez donc créé, vous avez mis un deux points, un guillemet, double guillemet, et vous avez raté de fermer. Tant que vous n'avez pas fermé pour lui, la chaîne elle est encore ouverte. C'est ce qu'on appelle une chaîne infinie. Mais regardez, si je ferme, ça se ferme. Donc il faut chercher où est-ce que vous avez mis les guillemets et vous ne les avez pas fermés. Alors, prenons P3 et je veux le copier, ou je veux qu'il soit une copie conforme de P2. Donc je vais mettre égal P2. Là, non, il arrive que je veux faire des photocopies. Est-ce que vous n'avez pas photocopié un document de chez vos camarades ou bien de chez vos profs? Un prof, quand il a un support, des fois vous lui dites, monsieur, est-ce que je pourrais en faire une copie? Ça serait une copie conforme. Là, c'est pas obligatoire. Et ben, moi aussi, je ne pourrais pas le faire. Mais là, je suis en train de le faire pour vous l'expliquer. Pour vous expliquer comment vous copiez, vous construisez un objet comme une copie d'allemand. Donc, je suis en train de construire un nouveau objet qui s'appelle P3, qui est une copie de P2. Alors, maintenant que cela est fait, je pourrais donc afficher P3. Ce que j'avais fait sur P2 ici, là, je le fais cette fois-ci sur P3. Pourquoi je suis en train de le faire? Pour s'assurer, est-ce que c'est le même objet? Malheureusement, donc, l'affichage que nous allons avoir jusqu'à présent, il ne nous permet pas de le voir. Mais pour voir qu'il s'agit actuellement du même objet, je demanderai peut-être de calculer la distance de P1 à P3. Regardons. Float, distance, je l'appellerai 2,3 égale P2.getDistance, distance à P3. Je dois obtenir quoi ici, à votre avis? Dans D23, je dois obtenir quoi? Puisque P3 il a été construit conforme à P2. C'est-à-dire il a les mêmes coordonnées. Donc P2 égale à P3. Et forcément, donc, la distance entre les deux, ça doit être 0. Donc si j'affiche cette distance, j'ai calculé la distance par getDistance entre P2 et P3. Je vais donc afficher cette distance en disant la distance de P2 à P3, c'est égal à 23. Comme ce que j'ai nommé la variable qui contient cette distance. Alors, les 3 derniers ou les 4 dernières phrases, c'est pour vous faire la démonstration. C'est quoi une construction de copie? Ça se formule comme ça. Alors, est-ce qu'on peut continuer? En fait, on a tout fait, donc il suffit juste d'aller tester. Donc, je vais mettre CTRL-S et je vais aller donc compiler. Pardon? Mais chaque fois que j'écris une ou deux phrases, ça doit me forcer d'attendre pour que vous finissiez de l'écrire. Et comme vous écrivez très lentement, ça nous coûtera beaucoup de temps. En fait, là j'aurais dû mettre new. Comme ça. Je corrige de cette manière. C'est là où j'ai fait la construction. Tout à l'heure, j'ai juste copié la référence de P2 dans P3. On a bien le droit d'avoir 2 références qui pointent sur le même objet. Mais là, il s'agit de 2 références différentes pour référencer des objets contenant les mêmes données. C'est comme ça comment le faire. Il faut le faire comme ça, en faisant appel au constructeur. Tout à l'heure, on n'a pas fait appel au constructeur. Quand j'ai mis P3 égale P2, j'ai copié la référence de P2 dans celle de P3. Donc ça va référencer le même bloc mémoire.
Alors que maintenant, non. Chacun il a sa propre référence, mais il référence les deux blocs, ils sont conformes. Ce qu'on a dans le premier bloc, c'est ce qu'on a aussi dans le deuxième bloc. C'est un peu différent. Il est blanc, point, P3 égale P2. Qu'est-ce qu'on a fait alors là? P3, c'est une petite case. P2, une autre. Là, c'est l'objet sur lequel référence P2. On a pris cette adresse, parce que ça, c'est une adresse, on l'a posée là. Donc, ça aussi, il va venir là. Ils vont donc pointer sur le même objet. Alors, deuxième cas, lorsque j'ai fait point P3 égale new point. Ça crée un nouveau bloc, mais conforme à P2. Alors ça va faire quoi? Ça va créer... Il y a le bloc qui est pointé par P2. Ça va faire une copie de ce bloc-là. C'est-à-dire tout ce qu'on a là, on va le copier et ça va mettre la référence dans P3. Ça, c'est une copie. D'accord? C'est radicalement différent. Alors, on pourrait l'essayer. Regardez, je vais revenir à la console, ici. Si je mets dire, je vois bien qu'il y a ma classe. Combien on a de classes dans ce fichier? Souvenez-vous, il y a deux. Il y a géométrie et il y a point. Donc, quand on va compiler, il va créer deux fichiers classe. Point classe. Remarquez bien. Pour compiler, on a déjà dit, il faut mettre Java C, géométrie, point Java. C'est comme ça comment on a toujours compilé. ياك متبعين معايا مزيان s'il vous plaît. ما بقاش لنا بزاف غير تبعوا معايا هاد الديرنيي. نعم. هنايا هادي درت dire باش يبين لي شنو هما les fichiers اللي كاينين. Donc jusqu'à présent dans ce dossier on a combien de fichiers? On a juste géométrie.java. Yeah? Vous suivez? Il y a juste ce fichier là. Mais au sein du fichier on a créé deux classes. La classe point et la classe géométrie. Donc après compilation il faut qu'il me donne deux fichiers point classe. Point classe et géométrie.classe. Regardez, on va le voir. Bien sûr, s'il n'y a pas d'erreur. Là, il y a des erreurs. L'erreur, la première, il est là. On n'a pas écrit correctement là. C'est dans quelle ligne? La ligne 20. Donc, il y a une erreur à la ligne 20. À la ligne 20. Je ne donne pas la ligne 20. C'est quand on a fait le constructeur de copie. Là. On a toujours écrit x égale h.x, y égale h.y. Il faut qu'on écrive non égale h.non. J'ai l'impression que je l'ai fait et éventuellement que je n'ai pas fait attention, je l'ai fait quelque part. En tout cas, voilà le premier changement. Vous voyez, en fait, c'est toujours x égale h.x, y égale h.y, non égale h.non. Il faut écrire comme ça. Regardez, je vais sauvegarder. Je reviens compiler. Là, on a oublié un point virgule à la ligne 34. Je vais donc aller localiser la ligne 34. C'est celle-là. Si on ira à la fin, complètement à la fin, on voit qu'il y a un point virgule manquant. Alors, je sauvegarde et je suppose que maintenant, je vais nettoyer d'abord cette fenêtre par CLS. J'ai tapé CLS pour nettoyer la fenêtre. Je vais commencer par mettre dire parce que je tiens à voir ici qu'il y a un seul fichier. Ensuite, je vais revenir compiler. Et bien, cette fois-ci, allez-y. Non, il y a encore une erreur. Oui, donc incompatible type, oui. Parce qu'on a déclaré le x et le y comme des floats. Mais regardez, ces constantes, ce ne sont pas des floats.
Vous voyez, ce sont des réels, vous voyez bien. 100.25, c'est un réel. Mais c'est un réel qui est par défaut de type DAP. Or, nous, on veut le verser dans float. Donc, il faut que je mette, pour les constantes, il faut se méfier. Où est-ce qu'on l'a fait? À quel niveau? Là. Ici. Là. Il faut ajouter un F, un petit F. Un simple petit F. En fait, quand je dis petit, ça veut dire pas petit F, minuscule. Petit par son impact. C'est juste la lettre F qu'il faut ajouter. Alors, on dit que c'est un typage par le suffixe F. En ajoutant le suffixe F, je suis en train de dire que cette constante est un float pour moi. D'accord? Est-ce que j'ai besoin de le faire là? Non, parce que là c'est des ints. Et un int, il peut bien se placer dans un float. Souvenez-vous donc, DAB, plus grand que float, plus grand que int. D'accord? Ce sens-là, il est valable. Je pourrais poser un int dans un float comme je pourrais poser un float dans un DOM. Mais l'inverse n'est pas vrai. Ça, c'est pas possible. C'est la dernière rectification. Encore une erreur. Cannot find symbol P2. Cannot find variable P2 of type point error. Quelle erreur on a fait alors? On a point P1, P2, point P3. À quel niveau on a eu l'erreur? Donc je vais nettoyer cet écran. Je refais. P2.getDistance, P3. GetDistance. Ah non. GetDistance, c'est avec un D majuscule. D majuscule. On a toujours fixé cette convention. Le premier mot pour une méthode, c'est en minuscule. Et chaque nouveau mot, son initiale est en majuscule. Donc, c'est à quel niveau, à quelle ligne? C'est dans la ligne 59. C'est vers la fin, les 3 phrases que j'ai rajoutées à la fin. Ici, avec un D majuscule. CTRL S. Bien sûr, vous voyez que si on ne fait pas attention, on pourrait faire ce genre d'erreur. Mais il faut savoir les retrouver seulement. Voilà. Là, il a compilé. Si je mets dire, combien de fichiers .class je dois trouver? Ben, regardez, il y a géométrie.class, il y a point.class. Alors maintenant, je veux l'exécuter. Qu'est-ce qu'on exécute? Ou comment est-ce qu'on exécute? En chargeant dans la machine virtuelle par Java, et on doit charger la classe qui compte la méthode main. Je ne suis pas en train de charger point, parce que point, il n'y a pas de méthode main. Je suis en train de charger plutôt la classe qui contient la méthode main. Regardez, voici le résultat. Ça, c'est l'effet du premier affichage. Quand on a demandé d'afficher un point. Regardez qu'est-ce qu'il a affiché. Il a affiché son adresse. Il est en train de me dire que sa classe, c'est point, et qu'il se trouve à l'adresse suivante. Ça, c'est l'adresse machine. C'est une adresse mémoire. P2, regardez, et ce n'est pas la même adresse. Donc ça symbolise que c'est 2 objets, 2 blocs mémoire différents. La distance de P1 à P2, c'est cette distance. Il l'a bien calculé. De P2 à P1, c'est la même valeur. Ça justifie que la distance est bien symétrique. La distance de P1 à l'origine, c'est 0. De P2 à l'origine, c'est la même distance qu'on a calculée au début. Alors, ce qu'on est en train de voir là, de P2 à l'origine, là, on a affiché P1 après l'avoir déplacé. En le déplaçant, est-ce que le bloc a changé? Son bloc mémoire, il n'a pas changé. Regardez que cette distance, cette adresse, c'est la même que ce qu'on a là. Ensuite, la distance de P1 à l'origine, elle a bien changé parce que j'ai déplacé P1. Il était à 0,0, maintenant il est à 50,50. Et bien sûr, si vous calculez la distance pour 50,50, c'est racine de 2 fois 50. C'est ce qui a donné là 70. P2 maintenant. On a demandé de réafficher P2, ça c'est P3. C'est P3. On a affiché P3, mais on a juste oublié de
changer ce qu'on a dans le message, ici. Là, ici. Je suis en train, ce que je veux faire, c'est afficher P3. C'est pas P2, parce que P2, on l'a déjà. C'est P3 que je veux afficher. Et puis ici, la distance de P2 à P3. Donc, je vais juste corriger rapidement. Je recompile et je réexécute. Regardez, on obtient les mêmes résultats. Mais j'ai juste rectifié le message ici. C'est P3 égal. Regardez, ce n'est pas la même adresse que P2. Mais si on voit leurs valeurs, c'est les mêmes valeurs. C'est ce qui a fait que leur distance, c'est 0. Voilà. Donc, on a tout vérifié à travers donc, cet exemple. Mais malheureusement, en fait, quand on demande d'afficher un point, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche juste son adresse. C'est une information machine, celle-là. C'est pas ça ce que nous voulons afficher. C'est ça donc ce que fait le toString actuellement. Quand vous demandez d'afficher un point, il fait appel à toString. Il le convertit en une chaîne. Mais dans cette chaîne-là, qu'est-ce qu'il met? Il met juste l'adresse. Or, nous, ce qui serait plus intéressant de mettre, c'est les valeurs du point. C'est-à-dire ses coordonnées, son nom, etc. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Comme ça, on arrête. La prochaine fois, donc la première chose par laquelle je vais commencer, c'est d'ajouter toString. Vous avez vu en fait l'effet de toString. C'est ça, donc d'où vient ça? C'est quand on a écrit P3 égale plus P3. Plus P3. Donc on est en train d'additionner un objet à un texte. Qui a donné ce texte-là? C'est une méthode qui est héritée par tout objet. Il s'appelle toString. Ça convertit les données d'un objet en une chaîne. Mais malheureusement, au début, ça ne fait que donner l'adresse de l'objet. Malheureusement ou bien heureusement. Parce que si quelqu'un souhaite bien observer l'adresse d'objet, souhaite bien afficher l'adresse d'objet, eh ben, il ne suffit pas de changer toString et vous allez obtenir l'adresse. Vous voyez bien que, je ne sais pas, donc, je suis en face d'une difficulté énorme, celle qui consiste à une classe qui a un niveau qui est très bas en programmation. Je vous le dis, en fait, je ne sais pas votre faute, en partie, c'est la faute, je ne cherche pas à trouver, c'est la faute de qui? C'est la faute de C'est là. Pour être sincère, c'est la faute de tout le monde. C'est-à-dire que nous aussi, pour programmer, moi je ne sais pas, qui fait de la programmation en dehors? Ça veut dire que quand vous sortez de cette classe, eh ben, vous êtes un peu motivé par ce qu'on a fait aujourd'hui, et vous vous dites, tiens, je vais aller essayer ça chez moi. Qui fait cela? Qui l'a fait au moins une fois? Moi, je suis sûr que vous l'avez fait bien, c'est très bien. Mais ceux qui l'ont fait, ils vont bien constater qu'ils vont commencer à prendre plus. J'ai contesté ce qu'on a fait. Moi, je trouve avec plusieurs personnes, je n'arrive pas à saisir avec la compréhension. Donc, il faut toujours revenir à ce que j'ai. Ça, c'est ce qu'on appelle un problème de prérequis. C'est-à-dire que, normalement, quand on fait, par exemple, 24 heures ou bien 30 heures de programmation en langage C, ben on est déjà à 50% de tout ce que je vous ai dit. Avec 50%, moi, je fais énorme. Les 24 fois, c'est normal. Il y a Iman Arsner, j'ai un gars qui m'a dit, C, ça, je ne fais pas ce que je dois faire. ولكن ça ne garantit rien لأن راه الأستاذ اللي دار معكم الكود راه دارو. دونك حنا ديما البروغرامات هذا هو المشكل ديالها. راه إلا si vous ne mettez pas la main dans la pâte, vous n'allez pas apprendre. Est-ce que vous avez vu une femme qui sait faire ou une fille qui sait faire des gâteaux à la cuisine sans jamais essayer? Et là, les méthodes, les procédures, vous faites comme ça, vous ajoutez ça, vous malaxez ça. Mais jamais il n'a essayé. C'est sûrement, il va vous faire pas un gâteau, il va vous faire, je ne sais pas quoi. Donc il faut essayer, mais quand on essaie la première fois, la deuxième fois, la troisième fois,
ça va finir par devenir meilleur. Ben, c'est un peu ce qu'il faut faire. Il faut essayer de faire ça parce que vous allez nous aider au moins à sortir avec un résultat qui n'est pas très, très mauvais. Au moins, maintenant, on se chez lui. Oui. Oui. Alors, on va arrêter à ce niveau-là. Donc,